Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on commence le japonais, on est souvent paniqué au moment où on entend parler de 3 systèmes d'écriture différents. Comment? Il faut 3 systèmes d'écriture différents pour écrire du japonais? Mais ça doit être atrocement difficile, non? Et puis d'abord, c'est quoi ces 3 systèmes d'écriture exactement? Et pourquoi il faut 3 systèmes d'écriture différents pour écrire dans une seule langue? Pourquoi ne pas utiliser qu'un seul de ces 3 systèmes? On se détend et on se rassoit, on va voir tout ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Générique. Commençons tout de suite par une réponse simple à la question « Y a-t-il vraiment 3 systèmes d'écriture ?» La réponse est oui. Il faut bien 3 systèmes d'écriture pour écrire normalement en japonais. Mais en fait, chaque système a une fonction bien précise, et donc ce n'est pas parce qu'il y a 3 systèmes que l'écriture du japonais est 3 fois plus difficile. Mais voyons ensemble quels sont ces 3 systèmes en question. Le premier système, c'est les caractères chinois qu'on appelle en japonais kanji. Les Japonais ont importé les kanji de Chine à une époque où il n'y avait pas de système d'écriture au Japon. Le gros intérêt des kanji, c'est qu'ils portent un sens, une idée ou un concept. Les Japonais avaient déjà une langue et des noms pour désigner les objets, les idées ou les concepts, mais ils ne savaient pas comment les écrire. En apparence, les kanji leur permettaient de le faire. Le problème, c'est que le chinois et le japonais sont des langues très différentes, que ce soit au niveau de la grammaire, de la conjugaison ou de la prononciation. Malgré tout, les Japonais ont choisi d'importer les kanji avec leur lecture chinoise d'origine. Forcément, entre la prononciation chinoise d'origine et celle retenue par les Japonais, il y a eu des pertes en ligne. C'est la raison pour laquelle on parle de lecture sino-japonaise, qu'il faut comprendre comme lecture chinoise entendue par les Japonais. On appelle cette lecture sino-japonaise onyomi. Mais les kanji ont aussi une ou plusieurs lectures purement japonaises, qu'on appelle kunyomi. Comme je l'ai dit, les Japonais avaient déjà une langue parlée, et lorsqu'un objet, une idée ou un concept existait déjà dans leur langue d'origine, c'est-à-dire très souvent, les Japonais ont ajouté aux lectures sino-japonaises des kanji une ou plusieurs lectures purement japonaises. Voilà pourquoi les kanji ont très souvent des lectures on et des lectures kun. Donc, pour résumer, les kanji ont permis aux Japonais d'exprimer par écrit un sens, une idée ou un concept. Mais il restait le problème de la grammaire et de la conjugaison du japonais que les kanji ne permettaient pas de résoudre. C'est là qu'intervient le deuxième système d'écriture, les hiragana. Dans la langue japonaise d'aujourd'hui, les hiragana ce sont 46 caractères que les japonais ont dérivés de certains kanji. Mais à la différence des kanji, les hiragana ne sont que la représentation écrite d'une syllabe du japonais. Ils ne portent aucun sens, juste un son. On appelle ça un syllabaire. Ces 46 caractères, qu'on appelle aussi kana, forment donc le syllabaire des hiragana et permettent directement d'écrire et de lire 46 sons différents de la langue japonaise. Comme il y a plus de 46 sons en japonais, les sons manquants sont simplement obtenus par des combinaisons de kana existants et par l'utilisation de 2 indicateurs qui, appliqués sur certains kana, viendront en modifier la prononciation. Visuellement, les hiragana ont un style plutôt cursif. Si on fait abstraction du fait que les hiragana ne portent aucun sens, ils permettent quand même d'écrire phonétiquement du japonais en respectant sa grammaire et sa conjugaison. Et en fait, les enfants qui ne connaissent pas encore les kanji écrivent au départ uniquement en hiragana et en katakana. En quoi ? En katakana, le troisième système d'écriture du japonais. Mais pas de panique, maintenant qu'on a déjà vu les hiragana, tout ça va te paraître plus simple. Les katakana, c'est aussi un syllabaire de 46 caractères, également appelé kana, et qui porte exactement les mêmes sons que les hiragana. Par exemple, le kana A, qui est un hiragana, se prononce exactement comme le kana A, qui est un katakana, c'est-à-dire A. Pour les katakana aussi, il y a des combinaisons supplémentaires pour étendre le nombre total de sons. Mais s'il y a le même nombre de hiragana que de katakana, et qu'ils portent exactement les mêmes sons, pourquoi avoir fait un deuxième syllabaire? En fait, il y a plus de sons en katakana, et on ne les utilise pas pour les mêmes choses. Les katakana servent à identifier des mots venant de l'étranger. Par exemple, le nom d'une personnalité ou d'une marque étrangère sera écrit en katakana, et le fait de le voir écrit en katakana indique au lecteur qu'il s'agit d'un mot étranger. Comme il n'existe pas de son en V dans la langue japonaise, mais qu'il y en a dans beaucoup de langues étrangères, les japonais ont combiné le katakana ou avec l'indicateur pour créer 5 sons en V, ce qui permet de retranscrire un peu plus fidèlement les sons étrangers avec des V. On utilise aussi beaucoup les katakana pour certaines onomatopées. En japonais, le concept d'onomatopée est poussé à l'extrême, puisqu'il est possible d'exprimer très simplement le tic-tac d'une horloge, le cri d'un humain ou d'un animal, mais aussi une ambiance silencieuse, tendue, ou encore un sentiment, excité, heureux, en colère, etc. Visuellement, les katakana sont plus angulaires que les hiragana, et les utiliser pour certaines onomatopées renforce leur côté brutal, dur et bruyant. Les hiragana, au contraire, sont visuellement très cursifs, et les utiliser pour une onomatopée lui apportera un sentiment de douceur, de souplesse ou de délicatesse. Enfin, les katakana sont parfois utilisés pour mettre en contraste un mot particulier dans une phrase, un peu comme si on le mettait en gras ou qu'on le soulignait. Maintenant que tu connais un peu mieux les 3 systèmes d'écriture du japonais, on va résumer un peu tout ça et voir dans un exemple concret
comment ces trois systèmes cohabitent dans la joie et la bonne humeur. Comme je l'ai dit au début, la langue japonaise est très différente de la langue chinoise. C'est vrai pour la prononciation, mais aussi pour la grammaire et la conjugaison. Les kanji portant chacun un sens, c'était très pratique, mais ils n'étaient pas adaptés pour retranscrire la prononciation, la grammaire et la conjugaison de la langue japonaise. C'est pour résoudre ce problème que les Japonais ont décidé d'utiliser un syllabaire de 46 sons de base, les hiragana qu'on a vu tout à l'heure. Bien qu'ils soient dérivés de certains kanji, les hiragana seuls ou combinés ne portent aucun sens particulier et n'ont qu'une seule lecture. Typiquement, en japonais moderne, pour écrire un verbe au passé, on utilisera un kanji suivi de hiragana. Le kanji portera le sens et les hiragana indiqueront la forme, le temps, etc. Et s'il y a un mot étranger dans la phrase, on l'écrira en katakana. Par exemple, la phrase « j'ai mangé du pain » s'écrirait en japonais « pain o tabeta ». Le pain, étant un aliment venu de l'extérieur, les japonais l'écrivent en katakana. Le hiragana o est spécial et indique que le mot qui le précède est l'objet du verbe qui le suit. Il a donc un rôle grammatical. Le kanji qui porte le sens de manger en Chine, c'est ce kanji, mais au Japon, le verbe manger à la forme du dictionnaire, c'est taberu. Comme en français, en japonais, il y a trois groupes de verbes, et dans le cas de taberu, on enlève ru et on ajoute le hiragana ta pour indiquer que le verbe est à la forme affirmative et au passé. Et voilà, on a utilisé nos trois systèmes d'écriture pour écrire une phrase en japonais naturel. Je n'ai pas inclus dans les systèmes d'écriture notre alphabet que les japonais connaissent aussi. La raison est simple, il n'est pas indispensable à l'écriture du japonais et est surtout utilisé pour communiquer par écrit avec les autres pays étrangers. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre pourquoi le japonais utilise trois systèmes d'écriture différents et comment chaque système apporte sa contribution dans une phrase. Pour écrire et lire correctement le japonais de tous les jours, il est évidemment nécessaire de bien connaître ces trois systèmes. Mais comme on l'a vu, les syllabaires des hiragana et des katakana ne comptent que 46 caractères chacun. Et si on accepte les 5 combinaisons pour le V spécifique au katakana, les autres prononciations sont les mêmes pour les deux syllabaires. On arrive donc généralement à maîtriser ces deux syllabaires en quelques semaines sans trop forcer. Pour les kanji par contre, c'est pas la même histoire. Officiellement, il y a 2136 kanji d'usage courant et souvent plusieurs lectures par kanji. Mais en se focalisant sur l'acquisition de mots de vocabulaire plutôt que sur l'apprentissage individuel de chaque kanji et de ses différentes lectures, on fait d'une pierre deux coups. Comme chaque mot contient souvent plusieurs kanji, on étend son vocabulaire et en même temps on apprend plusieurs kanji à la fois. Ça reste quand même un travail assez long, mais arriver petit à petit à pouvoir lire et comprendre quelque chose écrit en japonais, c'est très gratifiant et ça aide à persévérer. Je conclurai cette vidéo en te confiant mon secret, les kanji sont la solution et non le problème. Sur ce, que la force des kanji soit avec toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites en voir d'autres dans le futur et soutenir la chaîne, ça serait hyper sympa de t'abonner et d'activer les notifications. Bon apprentissage et à bientôt!